Alors, je propose donc pour commencer de faire une petite présentation du concept de l'amour chez Socrate et Platon, hein. Donc, il y a deux textes principaux dont je vais parler aujourd'hui. C'est le Banquet, qui est un texte assez connu de Platon. Puis, un autre texte qui s'appelle Phèdre. Alors, il y a un autre texte où il parle de l'amour, mais plutôt de l'amitié. Un petit texte qui s'appelle Lysis. Mais ce soir, moi, je propose plutôt de parler de l'amour au sens d'éros, hein. Alors, en grec, le mot amour, il y a plusieurs termes pour désigner le mot amour: éros, philia, et puis ensuite agapé, mais agapé, c'est plus chrétien, hein. Donc, dans la tradition grecque, on va plutôt trouver éros et philia. Et Eros, ben, on a forgé le terme érotique, hein, en français, hein. Donc au départ, c'est un amour sexuel avec l'idée de passion, l'idée d'une très forte intensité. Alors on va voir que chez Platon, l'éros, eh bien, justement, doit être sublimé. Donc, et c'est un petit peu ambigu, l'amour éros. Soit il est dévorant, possessif, hein, c'est le cas du cheval impulsif, comme vous avez dû le lire à la petite présentation du mythe de Phèdre. Soit c'est, donc ça peut être destructif, destructeur, parce que c'est l'amour qui est dévorant, possessif, mais ça peut aussi être, quand les deux chevaux sont bien dirigés, ça peut être aussi très créateur et initiateur d'une transformation intérieure. Donc il y a quelque chose qu'on pourrait dire un peu pédagogique, quoi, dans l'amour d'ailleurs. Bon, bah, dans l'Antiquité grecque, vous le savez sans doute, hein, et les mœurs sexuelles sont très différentes des nôtres, hein, et ce qui est valorisé, c'est l'homosexualité, qu'on pourrait dire pédérastique, une forme de païdéia qui passe par la relation entre un adolescent et un homme plus âgé. Alors, il y a une relation sexuelle, mais il y a aussi l'idée d'une élévation, d'un apprentissage, d'une éducation. Alors, ça peut paraître très choquant pour certains, mais voilà, hein, c'est de là aussi d'où vient notre culture, avec sa richesse. Donc, euh, donc ça, c'est l'amour éros. Mais on trouve aussi dans la Grèce antique l'idée d'amour philia. Donc philia, là, c'est plutôt l'amitié, le compagnonnage, qui est fondé sur une réciprocité, une bienveillance, une durée. Donc il y a un côté moins passionnel. Et Aristote, par exemple, dans l'Éthique à Nicomaque, va développer ce type d'amitié. Bon, je rentre pas dans le détail ici parce que là, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'amour platonicien, qui n'est pas si platonique, hein. Quand on parle dans le langage courant d'un amour platonique, ça veut dire un amour sans relation sexuelle. Mais l'amour tel que le conçoit Socrate et Platon, c'est pas tout à fait sans relation sexuelle, même si c'est pas du tout le plus important dans la relation, hein. Alors, puis ensuite, on a l'amour agapé, mais alors ça, c'est plus, on va le retrouver après avec le christianisme, et c'est plus l'idée d'un amour désintéressé, comme on le trouve par exemple euh, dans le, dans les évangiles et chez le Christ. Donc, ce qui m'a amusé la semaine dernière, je sais pas si vous vous souvenez, quand certaines d'entre vous, il me semble que c'était Gaëlle et Corinne, je crois, quand vous avez dit, bah, professionnellement, je sais les gestes qu'il faut faire, je suis très efficace si quelqu'un a un problème, soit en psychologie, soit un problème, un enfant battu, je sais ce qu'il faut faire. Mais alors, si c'est mon enfant ou quelqu'un que j'aime, là, je sais plus. Donc, je trouvais ça, vous vous souvenez, on avait abouti à une conclusion un peu étrange, c'est que du coup, bah, il vaut mieux pas être aimé dans ce cas-là parce que la personne risque de pas pouvoir prendre soin de nous. Or, aimer quelqu'un, en principe, c'est lui donner du soin, c'est faire attention à lui ou à elle. Donc, il y avait une sorte de paradoxe comme ça qui m'a interpellée. Et puis, du coup, je me suis dit, tiens, pour aimer vraiment, alors est-ce qu'il faut aimer de façon détachée, quoi?
Mais amour et détachement, ça paraît un petit peu antinomique. Et puis alors, quand on lit Platon, ben, on se dit, il y a quelque chose peut-être un peu de cet ordre-là, parce qu'il y a de l'amour qui peut être très fort, mais il y a aussi un détachement qui est très fort. Alors, on voit que Socrate, en tout cas, sa façon d'aimer est très détachée, d'une certaine manière, même si on peut dire qu'il est très passionné aussi, mais il est détaché alors ça, c'est dans le banquet. Hein, le banquet, c'est donc différents personnages qui sont invités. Ils boivent, mais surtout ils passent un temps à échanger entre eux sur l'amour. Donc tous ces personnages qui vont faire l'éloge de l'amour. Il y a Aristophane, et Socrate va faire aussi l'éloge de l'amour. Alors là, il y a un passage qui est assez intéressant aussi dans notre culture patriarcale, hein, parce que tout à l'heure, quand je disais que l'homosexualité est valorisée, c'est parce que la femme est méprisée aussi. Hein. On va quand même pas tomber amoureux d'une femme, hein, puisque c'est un être à peine au-dessus de l'animal. Hein. Donc, bon, je caricature peut-être un peu, mais c'est quand même une société qui est pas très féministe. Hein. Donc là, il faut changer nos lunettes actuelles aussi pour comprendre ces textes. Et en tout cas, ce qui peut être étonnant dans cette société patriarcale, c'est que Socrate, eh ben, en fait, le maître de Socrate, ou plutôt la maîtresse de Socrate, c'est Diotima, c'est une femme. Hein. Donc dans le banquet, il va dire tout ce qu'il a appris, en fait, il le tient de cette femme, Diotima, qui est une sorte de prêtresse, un personnage féminin, qui a quelque chose d'un peu sacré, et qui va lui révéler ce que c'est que l'amour. Et donc Socrate, dans le banquet, il va faire l'éloge de l'amour, mais en racontant ce que Diotima lui a dit. Et là, alors que habituellement c'est Socrate qui mène le questionnement, ben dans le banquet, c'est Diotima qui va le questionner. Donc là, on voit un Socrate qui est plutôt en situation d'infériorité que de supériorité, puisqu'il est enseigné par Diotima. Et donc Diotima va lui dire ce qu'elle pense de l'amour. Je reviendrai sur le contenu de son discours tout à l'heure, mais avant ça, puisque je parlais d'Alcibiade, en fait, la dernière personne à prendre la parole dans le banquet, c'est un personnage donc qui s'appelle Alcibiade et qui lui ne va pas faire l'éloge de l'amour, mais qui va faire l'éloge de Socrate. En fait, il est très amoureux, très fasciné par Socrate. Et donc, mais il en fait la description. Alors c'est intéressant, on voit un peu, du coup, on voit à travers ses yeux le personnage de Socrate. Et Alcibiade, il est à la fois fasciné, puis en même temps, il est dans un dépit amoureux, parce que Socrate, il s'intéresse pas du tout à avoir une relation physique avec Alcibiade. C'est vraiment pas ça qui le motive. Et donc, Alcibiade, il a ce double regard, fasciné et en même temps une sorte de dépit. Et il va décrire le personnage de Socrate et il montre que c'est un personnage tout à fait atypique, qui se fiche complètement de son apparence, qui se fiche des codes sociaux. D'ailleurs, dans le banquet, il arrive en retard, il est pas tout à fait comme les autres. Et il se fiche de la reconnaissance, de l'argent, il met toujours le même manteau. Il peut rester, Socrate, parce qu'il était en pleine réflexion, et on raconte qu'il pouvait rester toute une journée debout, sans bouger, et en train de réfléchir. Donc il a des attitudes un peu étranges. Alcibiade va décrire ça. Et Alcibiade, bah, elle se dit, moi, parce qu'il est très content de lui, Alcibiade, hein, c'est un beau jeune homme, un homme politique, qui s'intéresse à la politique, il se trouve très beau, et dit à Socrate, je pense que tu me mérites, hein, je suis vraiment... Alors, lui se dit, ouais, je vais lui faire un cadeau énorme en lui donnant ma personne. Donc, il l'invite au gymnase, il l'invite chez lui à boire un coup. Socrate, il boit un coup, mais il questionne Alcibiade. Et même à un moment, ils dorment dans le même lit. Alors, et puis, même, il lui dit, bah, écoute, moi, je m'offre à toi. Socrate, il dit, non, non, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pas ça que je recherche. Et, et- mais ce que cherche à faire Socrate, enfin, ce qu'on peut comprendre peut-être en tant que lecteur, c'est que il ne veut pas justement il aime Alcibiade d'une certaine manière, mais avec cette idée d'élévation de l'âme, quoi. Et donc, il se refuse à un amour qui serait purement physique et passionnel pour aller vers quelque chose de plus puissant, de plus,
de plus épanouissant pour Alcibiade, hein, et lui ne veut pas, pour Socrate, l'amour, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la possession. Donc on pourrait dire que Socrate est une sorte de détachement passionné. Alors, donc là, je me réfère à un autre texte de Platon qui s'appelle Phèdre. Et dans le Phèdre, qui est un personnage, enfin, Socrate va reprendre le discours d'un personnage en disant, ouh là là, l'amour dans le sens d'Eros, l'amour passionné, c'est vraiment un problème parce qu'on aime n'importe qui, on est complètement aveuglé, c'est une sorte de drogue qui nous dépossède de nous-mêmes, c'est irrationnel. Donc, il commence par faire tout un discours très critique de l'amour passionné, complètement instable. D'abord, on est passionné de quelqu'un, puis après, on le déteste. Enfin bon. Donc, il fait un discours critique. Et à un moment, il s'interrompt. Et c'est le daimon de Socrate, dont on avait déjà parlé. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est son espèce de dieu intérieur qui lui dit stop, stop, arrête-toi, ne fais pas ça, hein. Et là, il y a son daimon qui l'arrête, qui dit stop, arrête-toi, arrête de critiquer l'amour, passion. Et là, tout d'un coup, Socrate se reprend et dit, oh là là, il faut que je m'en veux de n'avoir pas, enfin, d'avoir dévalorisé le dieu Eros. Et ben, il change complètement de position et il va faire au contraire l'éloge de la passion. Parce qu'il dit qu'un amour sans passion, bah, qu'est-ce que c'est? C'est un amour froid, c'est un amour médiocre, c'est un amour prudent, c'est un amour fondé juste sur le calcul, une sorte de truc un peu bourgeois, hein. Moi, c'est pas le terme de Socrate, mais voilà, quelque chose d'un peu médiocre. Donc il faut au contraire l'éloge de la passion. Mais alors, évidemment, c'est une passion, comme on le voit dans le mythe du Phèdre, donc, qui ne l'a pas lu, le mythe du Phèdre? Est-ce qu'il y a la personne qui n'a pas lu le petit texte, le résumé? Ok. Eh ben, alors du coup, est-ce que quelqu'un pourrait résumer cette histoire de l'attelage pour Daniel et Giuseppe, qui peut redire ça dans ses mots? Oui, vas-y, Manuel. Bah, c'est l'idée que donc l'âme est représentée est symbolisée par un, un attelage, deux chevaux et un cocher qui conduit les chevaux. Donc le cocher serait un petit peu l'intellect ou voire même le daimon d'une certaine manière aussi. Euh, Ensuite, il y a un cheval qui est plutôt porté vers le beau, vers le bien, qui est raisonnable, qui est courageux, et l'autre cheval qui est plus enfin, qui symbolise plutôt les tendances inférieures de l'être, quoi, et qui tire tout le temps vers on va dire le côté obscur, quoi. Et voilà, c'est un peu l'idée du mythe. Voilà, c'est ça, hein, l'idée. On serait... Alors, ce qu'ils ont en commun, c'est une sorte de fougue, en fait, mais ils tirent pas dans le même sens, quoi, hein. Et donc, Socrate, là, il va valoriser cette fougue, mais pour aller plutôt vers l'élévation de l'âme. Alors, bah, ce qui est considéré comme problématique, hein, c'est ce cheval impulsif euh, qui ne contrôle pas ses passions, hein. On trouve beaucoup ça chez Platon et chez Socrate. L'idée de ne pas être soumis à ses pulsions, en fait. Un homme une femme qui s'élève, c'est quelqu'un qui n'est pas soumis à ses pulsions et qui est capable, oui, de s'en libérer pour s'élever, hein. Si je suis soumis à mes pulsions, là, c'est le cheval impulsif qui l'emporte. Et c'est un peu ce qui arrive, semble-t-il, à Alcibiade. Alors, ces pulsions, bon, on pourrait s'interroger après sur la sexualité, mais c'est pas tellement la sexualité dont il est question. En fait, c'est aussi que Alcibiade, il est prisonnier de son désir de reconnaissance,
pour lequel d'ailleurs il veut faire de la politique pour être un homme de pouvoir, hein. C'est plutôt ça le problème peut-être que la sexualité, c'est que lui, il veut briller par le pouvoir, hein. Et là, Socrate voudrait lui faire comprendre que bah, c'est peut-être pas comme ça qu'il va élever son âme, en fait. Donc, en fait, il se refuse à Alcibiade, et on pourrait penser que, d'une certaine manière, c'est un acte pédagogique que de se refuser à lui, c'est pour le mettre face à lui-même, c'est pour qu'il prenne le temps de se retrouver seul, en fait, confronté à ses propres limites pour pouvoir grandir intérieurement. Donc, pour Socrate, l'amour vrai, en fait, c'est vouloir l'éveil de l'autre. Aimer vraiment, c'est respecter l'autre davantage qu'il ne se respecte lui-même. Et il voit Socrate en Alcibiade un être intelligent, mais trop dominé donc par ce désir de pouvoir. Et il pense que voilà, Alcibiade doit grandir intérieurement, doit se débarrasser de son ambition, de son goût de la domination et de la reconnaissance. Donc, il va pas donner, il ne se donne pas physiquement, mais même il se retire, hein, parce qu'il y a une exigence morale dans ce qu'il propose aux personnes avec lesquelles il rentre en contact. Donc c'est une forme d'amour, mais un amour par le retrait, quoi. Ce qui peut, on pourrait se demander, j'y pense tout à coup, mais il y a un auteur aussi, un autre philosophe du début du 19e qui s'appelle Kierkegaard, qui a d'ailleurs qui a écrit un ouvrage sur Socrate, l'ironie de Socrate. Et il a commis un acte qui peut sembler tout à fait affreux, c'est qu'il s'est fiancé avec une jeune fille et au dernier moment, quoi, enfin, oui, au moment de se marier, il est parti, il a dit non, il a rompu, en fait, alors qu'il l'aimait, en fait. Donc est-ce qu'il y a un acte comme ça, c'est pour la mettre face à elle-même, hein. Et d'ailleurs, il me semble bon, évidemment, ça l'a beaucoup secoué puisqu'elle était très éprise de lui, mais elle lui en a pas voulu. Après, puis il ne s'est jamais marié, mais il aimait cette femme. Enfin bon, voilà. Donc, est-ce que quelle est la distance qu'on doit tenir avec quelqu'un quand on l'aime? En tout cas, voilà, Socrate s'éloigne, Kierkegaard aussi d'une certaine manière. Les deux s'éloignent. Et donc, pour revenir à Diotime, donc maintenant je reviens au banquet, hein, je fais des allers-retours entre le Phèdre et le banquet. Donc maintenant, on retourne. Enfin, le Phèdre, c'est le mythe, hein, et dans le banquet, donc j'ai parlé d'Alcibiade qui va décrire Socrate et son refus. Et un petit peu avant, donc Socrate, lui, raconte ce que lui a dit donc celle qui lui a appris à philosopher, Diotime. Et Diotime lui a dit, bah, l'amour, en fait, c'est une sorte de demi-dieu. Ça, c'est intéressant parce que l'amour, il est ni Dieu ni homme, il est entre les deux. Et l'amour, il est enfant de Poros. Alors, Poros, c'est un dieu, c'est le dieu de la ressource, le dieu d'une forme d'abondance. Et de Peña, qui est au contraire la pauvreté, hein. Donc, l'amour, il est né des deux. Et en tout cas, ce qu'on peut retenir du discours de Diotime, c'est que l'amour, c'est une quête, une tension, un moteur. Donc, ça n'est pas une possession, ça n'est pas une saturation affective, c'est toujours un manque actif, un mouvement vers ce qui dépasse. Et on peut faire peut-être le lien avec le non-savoir, en fait. Quand je sais que je ne sais pas, bah, ça me met en mouvement. Et pareil, ce mouvement, ça peut ressembler un peu au mouvement de l'amour. Je veux posséder ce que je n'ai pas, hein, puisque comme il est fils de l'amour, de Pénia, la pauvreté, et de Poros, la ressource et la richesse, et ben Pénia, elle veut posséder ce qu'elle n'a pas, mais qu'elle n'aura d'une certaine manière, qu'elle ne possédera jamais tout à fait. Donc ça s'oppose à un amour fusionnel, possessif.
ça remet un peu en cause l'idée de romantisme contemporain dans lequel il faudrait être en fusion avec l'autre. Pour Socrate, il y a un rapport à l'autre, mais un rapport d'élévation réciproque. Donc, j'aime quelqu'un non pas pour le posséder, mais j'aime quelqu'un pour que dans cet amour, on se grandisse mutuellement, en fait, que chacun s'élève. On trouve un petit peu ça chez Aristote aussi, dans sa troisième forme d'amitié. Il dit que la vraie forme d'amitié, Aristote, c'est ce qui élève les amis vers la vertu. Donc, un amour où on se grandit réciproquement. Bon, ensuite, la façon dont Socrate fait grandir, c'est une façon qui peut paraître assez brutale, hein. C'est pas du tout confortable comme amour, hein. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de passionné, qui peut être assez rude. Et donc, on pourrait s'interroger, petite conclusion là, sur l'amour aujourd'hui. On le met un petit peu à toutes les sauces. Et ils justifient tout, hein. On voit des gens, bah, ils ont tué par amour. Enfin, ils disent que c'est par amour qu'ils ont tué, que ils ne peuvent plus raisonner parce qu'ils aiment. Donc, c'est le risque, c'est que l'amour, c'est une espèce de masque qui nous évite de penser, en fait. Et donc, si l'amour devient un prétexte pour éviter la lucidité, bah, c'est peut-être plus tout à fait de l'amour, en fait. C'est juste un cache. Et voilà, pour Socrate, le véritable amour, il est exigeant, il demande de l'engagement, il demande toujours de la réflexion et le refus de la confusion entre... Parce que souvent on dit qu'on aime, mais si on s'observe un peu soi-même, est-ce qu'on s'aime ou est-ce qu'on veut être aimé, hein? Souvent, quand on parle d'amour, c'est surtout le besoin d'être aimé, hein. Est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on veut posséder l'autre qu'on prétend aimer? Est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on veut le protéger à tout prix? On avait parlé déjà un petit peu de ça, c'est qu'en voulant protéger l'autre, je me rassure moi-même, mais est-ce que je l'aime vraiment? Donc voilà, l'amour, pour Socrate, il ne faut pas que ça soit un mot qui cache des choses plus complexes, quoi. Donc on peut s'interroger, voilà, est-ce que j'aime ou est-ce que je suis dans désir de possession, d'auto-justification? Donc l'amour, c'est pour Platon et pour Socrate un exercice de maîtrise intérieure, hein, puisque ça, on va le trouver dans le banquet, oui, ce que dit aussi Diotime, il dit, bah, au départ, tu es amoureux d'une personne parce que tu as un désir physique pour elle. Tu la trouves belle, tu as un désir physique pour elle. Alors, il dit pas que c'est pas bien, mais il dit que c'est une étape. Attendez, il y a Daniel qui a des problèmes de connexion. Le, le désir physique, c'est une étape vers quelque chose qui doit être dépassé. Et l'idée, c'est que ce, ce désir physique doit être dépassé petit à petit vers l'amour du beau en général et l'amour du bien, hein. Euh, donc voilà, après, on pourrait critiquer, hein, évidemment, cette vision. Ben, c'est ce qu'on va faire maintenant. Enfin, en tout cas, on va en discuter. Euh, voilà, mais je conclus là-dessus, hein, l'amour comme transformation de soi, hein, et voilà, exercice de maîtrise intérieure et transformation de soi avec une dimension quand même de passion, quoi. Voilà, ben, je m'arrête là. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Emmanuel? On retrouve un petit peu ce genre de relation chez certains soufis. Oui. euh, dans l'islam. Alors par contre, ça va pas dans le côté charnel, Mhm. mais il y a plusieurs histoires comme ça et puis de personnes qui ont existé.
qui en quelque sorte étaient liés, qui se sont retrouvés et puis qui, en quelque sorte, qui s'aiment en Dieu, en fait, et par Dieu, quoi, en fait. Voilà. Donc cette idée de Ouais, qu'on retrouve dans le d'amour, soufisme. d'amour céleste, quoi. Mm. Ok. Ouais. La seule connaissance que j'ai du soufisme, ah bah, c'est quelques contes soufis que j'ai lus, et puis aussi le beau livre Soufi mon amour. Je sais pas Oui. s'il Mm. y en a qui l'ont lu. Avec Shams de Tabriz et ouais, C'est ça, ouais. ouais, ouais. Donc effectivement, c'est l'histoire d'un amour d'ailleurs entre deux êtres, Mm. mais qui sont dépassés par quelque chose qui les transcende, quoi. Ouais. Ouais. Donc on pourrait établir des liens. Ok. Autre chose? Remarques ou questions? Hélène? Oui, je me demandais si est-ce qu'il fait vraiment une distinction entre le fait d'aimer et d'être aimé. En fait, j'ai l'impression que il parle toujours de ce travail intérieur dans le cas d'une réciprocité, Ben, mais il fait pas ben, sinon de distinction il me si par semble. exemple Ouais. on aime et que la personne ne nous aime pas, il n'y a pas de travail à ce moment-là intérieur. Ah ben, si toi tu peux, par exemple, bon, je pense qu'il, d'une certaine manière, il aime Alcibiade, mais Alcibiade ne l'aime pas lui comme lui, c'est pas, il n'y a pas de réciprocité parce que Alcibiade, il perçoit un petit peu qui est Socrate, on le voit dans sa dernière prise de parole, mais il est trop obnubilé par le pouvoir, par le désir de reconnaissance, si bien que il, il ne comprend pas vraiment, je pense, que ce que Socrate veut ce à quoi Socrate veut le faire accéder. Il le perçoit, mais il est trop obscurci par son cheval impulsif pour arriver à élever son âme. Du coup, mais Socrate, ça n'empêche pas d'aimer Alcibiade à sa manière. Bon, et donc, ils s'aiment pas du tout de la même manière, quoi. Donc on peut aimer. Socrate, d'une certaine manière, il pousse chaque personne qu'il rencontre à, à donner le meilleur d'elle-même. Il le pousse en le bousculant, hein. Alors ça dépend des interlocuteurs, hein. Il y en a qui ne le supportent pas. Il y a Alcibiade qui l'aime, mais il y a Calliclès qui se fâche, Thrasymachus qui se fâche contre lui. Il y a Théétète ou Phèdre, justement, dont je parlais tout à l'heure, qui sont très intéressés par justement cette démarche exigeante, donc qui comprennent plus ou moins, mais c'est pas vraiment réciproque, quoi, hein. Et l'élévation se fait quand même que dans la réciprocité, du coup, parce que ça coupe l'élévation, le fait qu'il n'y ait pas il y a pas un échange. Ben, il n'y a pas d'échange. Ben, tu veux dire ben, Pour aller Socrate, vraiment vers le beau, comme ça, avec ouais, quelqu'un, ouais. pour une Après connexion. lui, Socrate, parce que pour que ça soit réciproque, il faudrait que les autres aussi aient cette attente d'élévation pour Socrate lui-même, ce qu'ils n'ont pas en fait. Donc il a quelque chose d'hyper exigeant. Je ne sais pas si... Bah, c'est peut-être Diotime. Oui, il y a Diotime qui l'a peut-être eu pour lui. Mais sinon, les autres n'ont pas cette exigence à son égard. Mais lui, il a cette exigence pour eux. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, 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 d'accord. Oui, il peut avoir cette exigence sans forcément qu'il y ait une Sans que ça soit réciprocité. réciproque, voilà, à part peut-être la seule, effectivement, Diotime, ouais. Autre chose? Non? Alors, s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, eh ben, on peut... Donc, dans le document, là, je vais noter des questions. Alors, voilà. En quoi l'amour est-il un combat entre différentes forces entre nous? Alors, est-ce que j'ai posé plusieurs questions, je pense pas qu'on va les traiter.
C'est donc à la fin du document, hein. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas le lien du document là? Qui n'a pas le lien du document? Non, c'est bon, tout le monde là. Bon, bah, est-ce que je vous laisse lire les questions et puis on va déjà voir si l'une d'entre vous qui se fait l'avocat pour une question, il faut qu'on traite celle-là. Je vois que Daniel est rapide. Alors attends, Daniel, on va attendre un petit peu, voir s'il y a d'autres personnes qui ont des propositions. Laurent, Oui, oui, Daniel, oui. ce n'est pas par rapport à l'exercice actuel, c'est par rapport à une question personnelle par rapport à tout ce qui a été dit. Oui, une question personnelle. Alors, vas-y. Oui, c'est une préoccupation et j'essaierai de ressortir d'elle une question. Ça m'embarrasse un peu et j'ai essayé de comprendre l'amour selon Socrate et c'est quelque chose de compliqué à comprendre. Tout ce que j'ai pu tirer de cet amour socratique, c'est un lien avec les savoirs. Par exemple, avec son échange avec Diotime, la prêtresse, où Socrate nous fait comprendre que l'amour, c'est le désir de ce qui nous manque, par exemple. Tout à l'heure, tu as bien fait la différence entre ceux qui ne savent pas, ceux qui savent qu'ils ne savent pas et ceux qui savent, puisque Ah, c'est attends, de attends, ça ouais, qu'il fais pas parle trop loin avec parce que moi, tu vas me perdre Diotime. après. Je te- je- euh, Euh, Aie je, pitié de moi, hein. je sais pas Là, comment je vais. ouais. Essaye de synthétiser. Parce que si tu pars dans un grand discours, Ok, hein, tu vas me perdre. je Essaye d'aller à comprends Socrate. l'essentiel. Je comprends Socrate uniquement dans l'aspect des savoirs, c'est-à-dire l'amour, c'est comme le désir de savoir. Et- Mais non, dans ouais. L'amour, c'est un désir de savoir, c'est ça? dans Ok? l'amour, c'est un manque, un désir. Donc, Mais ouais. je m'interroge parce que c'est comme si dans le domaine affectif et sentimental, c'est paradoxal par rapport à l'amour que nous vivons chaque Alors, jour. attends, là, il faut qu'on arrive à te suivre, hein, parce que qui comprend, c'est une question que tu veux formuler? Oui, Oui, alors, on va voir, hein. Qui a compris ce qu'a dit Daniel? Tu vois, c'est pas hyper clair, hein. Bon. Et le problème, c'est que plus t'en dis, plus on va se perdre. Alors, on va voir quand même, est-ce que quelqu'un pense pouvoir formuler ce qu'a dit Daniel en le reprenant dans ses mots? On va voir si c'est ça. Hein, vas-y. Alors, on va demander à Blandine. Vas-y, Blandine. Qu'est-ce que tu as compris de ce qu'a dit Daniel? Alors, dans la dernière phrase de Daniel, c'est-à-dire un désir de savoir si j'ai bien entendu, puisque j'ai pas un bon son, de ce qui nous manque, c'est ça? Alors là, si tu dis ça, C'est, du coup, c'est trop court. Il faudrait essayer de faire une j'ai proposition. pas fini, mais je Ouais, voulais juste ouais. vérifier avec Daniel si c'est bien le mot qu'il a évoqué. C'est ce qui nous manque. oui, La connaissance sera, euh, la connaissance se rappeler de ce qui nous a manqué et l'amour serait répétitif et donc on Alors, chercherait. ouais. Je t'arrête parce que moi, le peu que cru comprendre de Daniel, c'était pas du tout ça. Alors, D'accord, ok. mais peut-être que j'ai rien compris. Euh, Nouvelle tentative, Emmanuel? Bah alors, je crois qu'il y avait deux idées dans ce qu'a dit Daniel. La première, c'était que il comprenait l'amour chez Socrate au sens d'amour de la connaissance, en fait. Mhm. Et la deuxième idée, ce serait qu'il il comprend pas, en fait, le lien entre l'amour socratique et puis l'amour que nous, on vit au quotidien. Oui, ok. Ah, zut, il a un problème de connexion. Bon. Oui, bah, mais c'est intéressant, on peut garder son problème, hein. Mm. Quel est le lien entre... Est-ce qu'il y a un lien entre tout ce qu'on a vu là, tout ce que j'ai exposé de l'amour chez Socrate et l'amour
au sens affectif tel qu'on l'entend. Bon, ben, il faudrait préciser qu'est-ce qu'on entend habituellement, parce que là, il y a un présupposé, c'est que ben, on aurait une idée assez claire de ce que c'est que l'amour au sens affectif, comme on le vit quotidiennement, mais c'est quoi cet amour au sens affectif qu'on vit quotidiennement? Ouais, Emmanuel? C'est souvent de l'ordre de l'attachement, en fait, que ce soit par un pacte comme le mariage ou l'engagement, Mhm. et que ce soit un pacte implicite, un échange Ok, un- une sorte de commerce, en fait, si on peut dire ça comme ça. alors, attachement au commerce, parce qu'on peut être... Ouais, un commerce, on est dépendant l'un de l'autre, donc en fait, ça ouais, implique l'attachement, quoi. Ouais. ouais. Mm. Est-ce qu'on peut être attaché à quelqu'un sans avoir d'échange avec lui? Bah non, Non. Donc si on est attaché à quelqu'un, on a des échanges avec lui. oui, c'est vrai. Mm. Ouais, ok, bon. Mm. Du coup, ça serait l'amour tel qu'on l'entend au quotidien, l'amour, attachement Ouais. et échange avec cette personne. Mm. Voilà. Voilà. Amour défini au quotidien. Est-ce qu'il y a des personnes pas d'accord avec ça sur l'amour au quotidien ou est-ce qu'il y a des personnes qui veulent rajouter quelque chose par rapport à cet amour au quotidien, Sabine? Euh, Dans l'amour au quotidien, il y a quand même l'aspect relationnel qui est central. Contrairement, enfin, moi, en lisant, enfin, en écoutant ce que tu disais sur la conception socratique et platonicienne, on a l'impression quand même que l'autre n'est qu'un prétexte ou, je sais pas, un médiateur entre soi et le beau, quoi. C'est pas... Alors, euh, euh, donc, attends, parce que là, tu as dévié un peu, là. Hein, t'as triché, là, parce que là, bon. ouais, Non, non, ce que je moi, veux je me dire, c'est laisse que dans... embarquer. Attends, stop, Alors, stop, stop. Moi, je cadre, hein. Donc là, oui. on était en train de parler déjà de l'amour tel qu'on l'entend, parce que ce que proposait Emmanuel, qui pensait avoir compris Daniel, c'est Mm, que l'amour, tel qu'on l'entend au quotidien, c'est un attachement avec des échanges. Voilà. mm, Je demandais, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur cet amour au quotidien? Mais là, tu commences mm. à me parler de Socrate qui se sert de l'autre comme d'un moyen pour s'élever vers le beau. Mais c'est autre chose, ça, hein. Oui, alors je suis d'accord avec ce qu'a dit Ok. Emmanuel sur Ah, voilà, l'amour au amour, sens sens. quotidien, c'est Ouais. une relation avec avec une personne en particulier, Ok, ok. un autre que Bon, soi. voilà. Bon, donc, tu vois que tu étais parti un petit peu à côté, là, Sabine. Oui, mm, Ok. désolée. Alors là, tu vois, puis tu dis désolé. Alors moi, je te dis, tu vois que tu fais ça. Euh, Et Oui, tu vois, ouais. pendant que tu me le dis, oui, pendant que Oui. tu me le dis. Et là, hein, tu fais du désolé. À quoi il sert ce désolé? Est-ce que tu C'est, saurais dire? je fais mon mea culpa parce que je n'ai pas respecté Oui, non, mais à ta quoi? règle, la Mais règle et je la te demande pas question. pourquoi. Ouais. Je te dis, est-ce que tu vois que tu dévis? Tu dis, ah ouais, désolé. Euh, Tu crois que mon désolé n'est pas sincère, c'est ça? non, 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 non. Donc là, je me mets dans la peau de Socrate, hein. Ouais, Tout va bien? oui. Euh, donc, je dis, tu vois que tu dévis et tu me dis, ah, désolé. Mais est-ce que tu vois le problème de dire, ah, désolé, quand je te dis, tu vois que tu fais ça, ou tu vois pas le problème? Du désolé ou de l'avoir fait? Voilà, de dire, je te dis, est-ce que tu vois que tu dévis? Ouais. Et toi, tu dis, ah, désolé. Est-ce que tu vois le problème de dire, ah, Oui, désolé? je ne réponds pas à ta question. Oui, Je dis déjà, tu réponds désolé au pas. lieu de dire oui, j'ai dévié. C'est Déjà, ça? ouais, peut-être, hein. Et est-ce que tu veux... donc effectivement, moi, je te dis, est-ce que tu vois? Et toi, tu t'excuses, au lieu de dire, ah ouais, je vois, je dévie. Mm. Et donc, ce serait le premier problème, tu réponds pas à la question.
Et Mhm. est-ce que tu sais pourquoi dans cette situation, en fait, on fait plutôt du ah désolé que ah ouais, c'est vrai, je dévie. Euh, Bah, pour éviter de reconnaître que oui, on a merdé. Voilà, très très Et après, tu simplement. peux le voir sous un angle esthétique. Ah ouais, je dévie. Ouais. Oui Mais aussi. là, tu le vois sous un sens plutôt esthétique, Moral. moral. Ouais, Hein, là, du coup, le désolé, la, c'est moral. C'est la pas morale esthétique. qui revient en grand galop. Hein. Ouais, ça, c'est joli, on pourrait dire. C'est joli, la morale revient. Tu vois. Ok, ok, très bien. Ok. Les autres, tu veux un commentaire d'autres personnes sur cette petite déviation? Oui, pourquoi pas. C'est d'autres personnes qui ont un petit commentaire là-dessus, non? Non. Bon, pas de commentaire spécial. Hein. J'ai ma belle-sœur Ah non, mais attends, là, que, tu dévis à ah non, fond. mais j'essaie sur le désolé, 2 secondes, qui a lu un bouquin sur justement les gens qui arrêtent pas de dire désolé. Il dit, en fait, tu n'es pas vraiment désolé. Ah On oui, dit que tu es désolé parce que c'est politiquement correct, ah etc., oui, mais oui, tu ne l'es oui. pas vraiment. Oui. C'est pour ça Donc, que effectivement, deuxième problème, ce désolé. souvent, enfin, elle disait, en général, quand les gens Ouais. disent désolé, en fait, ils ne le sont Oui. pas vraiment. Bah oui, en plus, désolé, c'est très fort, c'est très chargé quand on y réfléchit au Mm, sens du mot, mm, au littéral. Hein. mm. Mais effectivement, quand on dit désolé, c'est en général pouf, hein, on n'y croit pas vraiment. Ok, ben voilà, t'es prise dans le désolé. Hein. Très bien. Alors, du coup, on revient à notre amour au quotidien dont parlait Daniel. Est-ce qu'il y a des personnes qui voulaient ajouter quelque chose? Donc, ça serait pour l'instant, on en est à un attachement et puis des échanges. Hein, c'est ce qu'Emmanuel a dit. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensaient à autre chose quand on parle de l'amour au quotidien? Alors, Corinne, Je verrais plus le rapport avec l'essence et la partie émotionnelle. oui. On parle de l'attachement, mais rien ne suppose qu'il puisse y avoir derrière cet attachement le plaisir, la recherche du plaisir d'essence ou au contraire une émotion positive. Donc, alors attends, j'ai Au pas compris. quotidien, Mais... en plus de l'idée d'attachement, on peut peut-être y rajouter le besoin de ressentir, en fait, de Besoin de vraiment ressentir. échange, d'aller peut-être dans la partie un peu plus physique, que serait le plaisir d'essence. Et en sus de ce plaisir d'essence, aller rechercher des émotions, Alors, des donc, émotions de e- joie e- ou essaye de faire court parce que qui pourrait, si vous avez compris ce qu'a dit Corinne, reprendre ce qu'elle a dit, mais en faisant une petite phrase. Giuseppe? Mais il y a l'affect, quoi. Il y a dans l'amour, il y a aussi les émotions. Voilà. Hein, si on fait très court, hein, dans l'amour, bah, attachement, il y a aussi des émotions. Hein, donc c'est un attachement qui ne serait pas purement intéressé dans ce cas-là, peut-être. Hein, parce qu'on peut être attaché à son voisin parce que c'est un bon plombier, mais enfin, si... et que ça nous est bien utile. Mais voilà, s'il déménage, c'est pas très grave. Et qu'il y a un autre voisin qui est un bon plombier, c'est pas grave. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'émotion, si je prends cet exemple. Il y a une sorte d'attachement, mais sans émotion. mm, Donc à la différence de l'amour, dans lequel il y a un attachement avec des émotions. Ah, Emmanuel, il est fatigué. Ok, bon, bon, ben bon repos. Bon repos. Euh, donc, où est-ce qu'on en était? Voilà, pour définir l'amour, attachement avec des émotions. Ok, autre chose? L'amour au quotidien? Blandine? Euh, la réciprocité dans cet échange, moi, je suis partie sur ce mot-là. L'échange, on attend à ce que l'autre nous reconnaisse ou d'être reconnu à travers cela aussi. Ouais. Hein, dans l'amour au quotidien, ça va? Vous prenez ce que propose Blandine. Il y a l'idée mm, d'une réciprocité, c'est-à-dire si j'aime l'autre, j'attends qu'il me reconnaisse aussi, qu'il m'aime aussi. Ouais.
Ok, donc on aurait défini une sorte d'amour au quotidien. Autre chose, Sabine? Moi, je dirais une recherche aussi de bienveillance réciproque. Oui, Parce que voilà, on n'est pas dans une relation amoureuse pour se faire du mal, pour se dénigrer, pour voilà, on cherche du soutien, d'accord. une complicité, voilà, d'avoir quelqu'un qui. Ok, très bien. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait reprendre tous les concepts qu'on a liés à l'amour au quotidien? Est-ce que quelqu'un pourrait faire une synthèse de ce qu'on a dit? Blandine, tu saurais faire ça? Mais les autres compléteront si tu en oublies. L'amour au quotidien, c'est une construction autour de l'attachement avec un échange réciproque dans le but de s'apporter du bien l'un et l'autre. Ok, ça va comme synthèse? Ouais, ok. Alors, bah, si on prend cet amour-là et l'amour tel qu'on le comprend chez Socrate, est-ce que vous voyez des différences majeures? Et si oui, lesquelles? Alors, Sabine? Bah, déjà, le désir physique, disais-tu, enfin par le biais de Diotima, est appelé à être dépassé, alors que, alors ça c'est Corinne qui l'a dit tout à l'heure, enfin c'est une composante normalement essentielle Oui. du couple amoureux. Eh oui, et quand le désir physique a disparu, on se dit, oula, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que, Ouais. si, peut-être d'un point de vue de Socrate, au contraire, super. Ouais. On, C'est on là que sait commence l'amour pour lui, peut-être, le vrai. peut-être, ouais. Alors, donc là, ça ferait une différence. Ouais. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord? Donc, ouais, effectivement, dans le rapport au désir physique, souvent dans l'amour contemporain, on va voir le sexologue si jamais il ne se passe plus rien, quoi. Hein. Alors que pour Socrate, ça serait peut-être pas un problème. Ok, bon. Autre chose, du coup, sur le... On pourrait se demander d'ailleurs pourquoi on accorde autant de place à la sexualité dans le couple, dans notre monde contemporain. Mais est-ce que vous pensez que c'est très important ou pas? Dire finalement, il n'y a plus de sexe, c'est pas grave, tout va bien. Ou bien, au contraire, c'est très grave. Gaël. Bah, c'est surtout que c'est ce qui fait la différence quand même entre des relations qu'on peut avoir avec plein de personnes avec qui on peut avoir des échanges qui vont être les mêmes d'une certaine manière que ceux qu'on a avec son amoureux. Et souvent, bah, ce qui fait la limite, c'est la partie, c'est la sexualité où, bon, en général, on la réserve On à la la réserve. personne. Hein. Donc, voilà, avec toi, le sexe était réservé avec toi. Maintenant, il n'y a plus rien. Donc, tu retournes dans le clan des Des amis. amis, Voilà. ouais. Et Ouais. donc, Et donc, c'est plus de l'amour. Hein, c'est plus de sexe. Pas de l'amitié, ouais. C'est plus de l'amour. Ça s'est transformé en amitié. Bon. Mm. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette façon de voir? Est-ce qu'il y a des personnes qui voient un problème? Attends, Sabine, parce que je vois que tu es rapide, Sabine, mais on va laisser un petit peu aux autres aussi. Est-ce que quelqu'un dise, ben non, ça va pas comme façon de voir? C'est classique, hein? Plus de sexe, donc on est amis, mais c'est plus vraiment de l'amour. Alors, ah zut, Euh, c'est Merzak qui arrive pas à se connecter. Bon, alors attendez, je suis perdue dans mon écran. Ouais. Euh, Est-ce que quelqu'un voit un problème dans cette façon de concevoir les rapports amoureux? Giuseppe? mais le problème, enfin, je vois un problème dans le sens où ça peut ne pas être un problème dans un couple. Bah oui. Et tu dirais que c'est toujours une relation amoureuse, même s'il n'y a plus de sexe. Bah oui, puis à un moment donné, enfin, je veux dire, la vie fait qu'à un moment donné,
y a des moments où on ne sait pas, on ne veut pas, on ne peut plus, on ne veut plus, on ne sait plus, Oui, ou on n'en veut pas. Et c'est pas un problème. c'est pas, toi, pour toi, c'est pas un problème. Mais ça reste de l'ordre d'une relation, tu dirais, amoureuse. Ils sont pas devenus amis sans Ah sans- oui, c'est ça, tout à fait, oui. Mais ça reste une relation amoureuse, tu dirais. Oui. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Alors, parce que là, Gaël, elle nous dit, oh, mais dans ce cas-là, il retourne dans le clan des amis. Mais justement, c'est là qu'il y a, Ouais. pour moi, Ouais, qu'est-ce qui ferait la spécificité du coup de la relation amoureuse si c'est pas le sexe? euh, mais comme tu l'as dit, en grec, il y a des mots différents. Je pense qu'on pourrait employer mais justement amitié et amoureux, être amoureux, mais on peut être. Ouais. Attends, est-ce que je me perds dans ma réflexion avant de dire des bêtises? Euh, il y a, pour moi, au niveau de l'amour, il y a ça dépasse, je ne sais pas comment le dire, mais ça dépasse l'amitié, c'est autre chose. Encore. Enfin, l'amour c'est de l'amitié plus, quoi. Il y a des choses en plus. Mais c'est l'amitié plus. Ok, alors là, on va aller tranquillement. Puis je vois que Daniel arrive, alors on va faire une petite synthèse. Ah, ça y est, Daniel, tu te reconnectes. Tu nous entends? Oui, je vous entends. Oui, bah oui, tu as des difficultés de connexion, De c'est pas grave. connexion. Ouais. Ok. Eh ben, donc on est parti, j'essaie de faire un petit résumé, vous me direz. Donc on a développé ton idée en fait, hein, que l'amour, comme on l'entend au quotidien, en tout cas, je ne sais pas après si c'est pareil au Cameroun, mais en tout cas en France, c'est attachement, euh, Réciprocité. réciprocité, bienveillance mutuelle, et puis on se demandait du coup la relation sexuelle aussi qui est propre à l'amour. Voilà. Et alors après, on se demandait est-ce que c'est fondamental dans l'amour, la relation sexuelle ou pas? Gaël disait bah oui, parce que quand il n'y a plus de relation sexuelle, bah, notre amour devient un ami. Hein. Et Mm. là, Giuseppe n'est pas d'accord. Il dit bah non, 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 notre amour reste un amour, même s'il n'y a pas de relation sexuelle. Et alors, je dis bah qu'est-ce qui fait la spécificité de l'amour? Et là, il me dit c'est une relation plus plus, mais on ne sait pas ce que c'est la relation plus plus. Voilà, on en est là. Ça va comme synthèse? Donc, qu'est-ce qu'il y a comme spécificité dans l'amour? Ah oui, alors attends, il manque un petit Euh, truc, Daniel, excusez-moi, c'est que on a dit que, ouais, chez Socrate, là, justement, la relation sexuelle n'est pas fondamentale, alors qu'on disait que dans l'amour tel qu'on le conçoit, c'est fondamental. Et en fait, on est en train de se dire que peut-être pas. On en est là. Alors, donc, qu'est-ce qui fait la spécificité de la relation amoureuse si c'est pas le sexe? Glandine? Le désir et le fantasme qui poussent à aller vers l'autre. Je prendrais par exemple le cas peut-être de deux personnes qui se connaissent au travail, mais qui vont s'attirer, mais pas forcément tomber dans des relations sexuelles, mais avoir un profond désir. Ou alors peut-être le cas, des fois c'est expliqué comme ça, quand Ouais, mais on attends, est attends, en ad... je t'arrête, hein, si tu dis le désir et le fantasme, eh ben du coup, c'est bien la relation sexuelle qui fait une relation amoureuse, même s'il n'est pas consommé. Ok. Ouais, ok. Bon, t'abandonnes ton idée? Non, il faut juste que je réfléchisse quand même un peu plus Ah, lentement que toi sur une réponse, parce que c'est venu comme ça, c'est Attends, on va reparti. aller lentement. Et D'accord. si je vais trop vite, faut me dire, Laurence, tu vas Oui. trop vite, hein. Ah, moi, Ouais. je rentrerai la part Attends, de l'im... je reprends, je reprends. Justement, ne va pas trop vite, on va aller doucement, hein. Mais là, tu te précipites un peu. Ah, ok. Alors, on était en train de dire que ce qui fait l'amour, au sens amoureux, c'est peut-être pas nécessairement le sexe, c'était l'idée de Giuseppe. Hein. On est bon? Mais toi, tu dis, ben voilà, deux personnes au travail, elles fantasment l'une sur l'autre. Et ben, et elles sont amoureuses, mais du coup, c'est bien le sexe alors qui fait leur Bah, lien.
S'il n'y a pas de relation sexuelle, c'est le Ah oui, désir et mais l'imagination de. ah oui, mais c'est quand même le sexe qui soit consommé ou imaginaire, c'est bien ce qui fait la relation, même si c'est imaginaire. Oui. Donc on n'a pas montré que l'amour, au sens amoureux, est indépendant de la sexualité. Ça va? Ok. Bon, donc tu retires ton idée. Et on t'entend plus. Je retire mon idée. Voilà. Bon, bah, pas de problème. On peut retirer son idée, hein. C'est pas trop douloureux de Je retirer le ton vis idée. bien. Je le vis bien. Tant mieux. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'il y a autre chose dans la relation amoureuse qui serait spécifique, quoi? Si c'est pas le sexe, c'est quoi? Alors, Corinne, tu as une idée, vas-y. Ouais. C'est la volonté de cheminer ensemble, quelles que soient les failles individuelles. La volonté de Bah, cheminer. si Ouais. ouais, de cheminer ensemble, d'accepter la transformation de l'un ou de l'autre et du coup du couple. C'est un engagement, Ok, voilà. ok, Et si le sexe n'est plus le contenant, n'est plus contenu, on avise, on fait autrement. Mais c'est inépuisable. ok. Donc, alors le concept essentiel de ton propos, est-ce que tu l'as entendu? C'est pas mal quand on construit un argument d'essayer de voir autour de quel concept notre argument s'articule. On dirait la transformation, Ok, l'adaptation, la transformation. alors, Je sais il pas me si semble qu'il c'est y un avait un concept. autre concept parce qu'on peut se transformer en dehors de l'amour. Oui, Donc, c'est pas le concept clé de ton argument. Il me est-ce semble que qu'il y avait un c'est autre concept. Je sais pas si quelqu'un l'a entendu. Sabine? L'accompagnement, le cheminement ouais. ensemble, Ah, oui. Oui, c'est ça que j'ai ensemble, entendu. J'avais dit ensemble. encore autre chose qui me semblait encore plus fort. Daniel? Oui, Daniel? Et il faut que tu remettes ton micro. Oui, elle a parlé de l'engagement, de la Voilà, volonté. Mhm. l'engagement, hein. Mhm. Et en fait, là, dans l'amour, il y a un engagement qui suppose accompagnement, etc., hein. Donc là, ce serait le concept d'engagement dans ton argument, hein. Donc, est-ce que ça vous va que dans l'amour, en fait, il y a un engagement donc c'est pas seulement sexuel, quoi, hein. C'est plus vaste que le rapport sexuel. Ça va? Alors, est-ce que c'est un engagement qui est spécifique à l'amour ou au sens amoureux? Ou est-ce qu'on retrouve, c'est exactement pareil dans l'amitié? Ou est-ce qu'il y a un engagement qui est spécifique à l'amour? C'est un engagement spécifique à l'amour. Ouais. Est-ce que tu pourrais dire pourquoi c'est spécifique? Qu'est-ce qu'il a de spécifique? Euh, Tu sais pas, parce que je vois que Daniel, il a déjà une réponse, euh, mais du coup, il faut pas que ça t'empêche de réfléchir que Daniel ait déjà une réponse. Ah, c'est trop facile sinon, hein, Daniel, il, il fait que Corinne va être paresseuse après, elle va même plus chercher si elle pense que toi, tu as déjà une idée. Donc sur l'engagement spécifique à l'amour. Ah, puis Sabine maintenant. la- Vas-y. devant la difficulté. Ah, je sais pas Non, non, si bah vas-y, il achève fallait ton que je me idée, parce tête. que je vois bien, Ah oui, tu je vais vois, essayer. il y a Daniel, il y a J'essaie de Sabine qui poser sont un peu de. pressés, ils sont pressés. Alors moi, je les vois, mais toi, tu les vois pas, tant mieux. Non. En fait, dans l'amour, il y a une idée de s'ajuster, en fait, d'un ajustement. Ouais. Alors que, par exemple, dans l'amitié, l'enjeu est sans doute moins important. Donc, Si l'amitié ne convient plus, on peut rompre cette amitié-là et puis voilà. L'amitié et l'amour va dans quelque chose peut-être de l'ordre du sacré à travers cet engagement. donc, un engagement, ça serait une question de degré, un engagement qui est plus fort dans Ouais, la... c'est une élévation, c'est quelque chose de plus élevé en fait. C'est une Ok. prise de risque.
quelque chose de plus fort que une prise de risque, un engagement plus fort que dans l'amitié. Je reprends tes idées, ok? Parce Oui. qu'il y a des personnes pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Corinne. Ah, il y a des gens pas d'accord. Manon, alors pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce qu'il me semble que dans l'amitié, des engagements aussi forts que dans une relation amoureuse, et qu'on peut terriblement souffrir d'une rupture d'amitié, comme on peut souffrir d'une rupture amoureuse. Et que si on reprend le terme d'engagement, il y a des amitiés qui engagent autant qu'une relation de couple, une relation amoureuse, ou il y a des relations amoureuses qui sont peut-être moins engageantes que certaines amitiés. Ok, alors, du coup, là, on a deux visions, hein, deux points de vue différents. Toi, tu dirais, alors si on prend pour en général, si on fait du en général, Manon, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que en général, les personnes estiment qu'elles s'engagent davantage en amour ou en amitié? En général, hein, là, on parle pas de Manon, hein. En général, en amour. En général, en amour, hein. Oui. Ok. Hein. Donc là, tu vois, le en général, là, c'est un truc pour, non pas que ça donne forcément raison au en général, mais c'est pour se situer soi-même. C'est pas interdit de penser que peut-être que tu peux vivre une amitié beaucoup plus engagée qu'un amour. Hein. Mais si tu as conscience du sens commun, tu vois, tu peux te situer par rapport au sens commun, ça peut être intéressant. Hein, parce que sinon, Mhm. c'est pas interdit d'avoir une idée tout à fait différente, originale, mais il faut toujours avoir idée du sens commun. Parce que sinon, le risque, c'est de croire que ton idée originale, tout le monde la partage, elle est évidente pour tout le monde. Et, et donc, voilà. Donc là, on va dire en général, la plupart des personnes pensent que, on s'engage davantage dans un amour que dans une amitié. Ensuite, peut-être que Manon, elle s'engage davantage dans une amitié. Mais je peux donner un exemple Alors, tu as un exemple sur l'amitié engageante. sur... C'est ça, oui. Ouais, vas-y, oui. C'est pas personnel du tout, mais il y a dans certaines amitiés, si j'ai un pote ou une pote à qui il arrive une galère à 4 heures du matin et qui sait pas, admettons, elle est sur la route paumée et elle sait pas rentrer chez elle, j'irai la chercher euh, à 4 heures du matin parce que dans cette relation, il y a quelque chose de fort qui fait que Oh, je ne mais laisserai pas une personne. si c'est ton Mais tu mari. laisserais ton Attends, mari, par contre, attends, attends, galérer? Sabine. Sabine, elle veut prendre le lead, là. Pardon. Non, c'était plus fort que moi, là. Non, mais j'allais lui, fais-moi confiance, j'allais lui Euh, poser la même Je suis question. désolée. Ne sois pas désolée, mais tu vois, tu dévis, tu veux prendre le lead. Hein, ne sois pas désolée, mais juste regarde. Donc, oui, et Manon, tu as entendu la question de Sabine, du coup. Euh, Non, Non, attends, est-ce si que tu si peux. c'est ton mari, ta femme, ton amoureux, ton amoureuse, à 4 heures du matin, il a un accident de voiture, bah écoute, C'était merde. c'est bon, moi je me recouche dans l'autre sens et démerde-toi. Non, c'était pour donner enfin, Eh comment oui, dire, par rapport au ouais. sens général du fait que l'amour implique plus ou engage plus que une amitié. Euh, mais dans cet exemple-là, j'y voyais, comment dire, la démonstration, même si c'est pas le bon Mais mot. attends, attends, euh, là, tu vois, c'est avec Sabine, là, toutes les deux, on a trouvé quand même un contre-exemple. C'est-à-dire que ouais, ce que tu dis ouais. ne fait pas la différence avec, Mais, avec l'amour. Hein. mais en même temps, je peux ne pas vivre avec mon amoureux et me lever à 4 heures du matin parce que, et que Oui, mon attends, amoureux ne sache pas. attends, on s'embrouille là, on va partir à s'embrouiller. Hein. Tu vois que tu nous embrouilles? Ouais, Ok. Bon. Tu fais ça souvent, embrouiller des fois? ça m'arrive, oui. Oui? Ok, bah, tu observeras. Hein. Est-ce que là, je suis en train d'embrouiller ou d'éclaircir? Tu pourras te demander dans la discussion. T'as déjà dit un amoureux ou un ami peut-être. Est-ce qu'un ami t'a dit maintenant tu m'embrouilles? Oui, Oui? oui. Ok. Bon. Et t'en as pensé quoi quand il a dit ça? Ou elle? Euh, euh, que c'est juste et que je complique. Que tu compliques. Ok. Oui. Mais alors du coup, puisqu'il t'a dit, eh maintenant, tu compliques.
Qu'est-ce que t'en as tiré comme leçon? Tu dis, j'arrête de compliquer ou je continue à compliquer? Je continue à compliquer. Tu continues sciemment. Oui. D'accord, tu assumes le fait de compliquer. Est-ce que, est-ce que ça facilite tes amitiés et ou tes amours? Euh, non, Non? non. Oui. Logique, hein, si tu compliques les amitiés, les amours, oh là là. Hein. Ok. Et toi, t'aimes compliquer tes relations? Non. Non. Ouais. Ok. Et ben donc tu peux faire plus simple. Donc, Oui, donc tu changes d'avis. Tu vas pas assumer ta complication, tu veux essayer de faire simple. oui. Je Ok. vais essayer de faire simple. Donc tu as changé d'avis. D'accord. Ok. Oui. Ouais. Je vois pendant ce temps-là, Sabine, elle s'impatiente alors qu'elle pourrait jouir de ce spectacle esthétique. Et Blandine aussi. Hein. Ok. Hein. Ben alors, on en était, voilà, à amour, amitié. Bon, pour l'instant, on a dit qu'en général, il y a une spécificité de l'amour qui serait un engagement avec un degré d'intensité supérieur. Hein. Alors, c'est en général, pas pour Manon, mais en général, ça fonctionnerait comme ça. Alors, du coup, si on revient à ce que disait Daniel, est-ce que c'est très différent de l'amour tel qu'on l'a vu chez Socrate ou pas? Si vous voyez des différences, ça serait quoi? Maintenant qu'on a défini à peu près l'amour tel qu'on peut le vivre au sens commun, est-ce que c'est très différent de Socrate ou pas tant que ça? Alors, oui, Gaël, vas-y. Bah, j'ai l'impression qu'au final, c'est pas tant que ça différent. Ce serait peut-être pas tant que ça différent. Ah, ce serait quoi les points communs alors? Bah, c'est ce que Giuseppe appelait le plus en fait. Et donc, ok, tu peux préciser parce que hein, c'est joli le plus plus, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le plus plus? Je t'aime plus plus. Ok, super, merci pour ton amour. C'est quoi le plus plus? Et qui ferait le point commun entre l'amour tel qu'on l'entend et puis l'amour socratique? Bah, c'est l'engagement. Enfin, Ouais, l'engagement, hein? Ok, donc voilà, c'est ça. Oui, amour c'est tel mieux qu'on que le vient de le plus. définir, il y a un engagement fort, et Mm. amour chez Socrate, il y a un engagement. Dans les deux cas, Oui, il y a un engagement. Alors, je vois des mains qui se lèvent, là, je ne sais pas pourquoi c'est faire, parce que la règle du jeu, mais c'est vrai que vous la découvrez un petit peu en même temps que j'anime, hein. Donc, ça n'est pas pour vous blâmer, mais en même temps, on peut voir qu'il y a une petite précipitation sur le plan juste esthétique. C'est-à-dire, l'idée, c'est que euh, comme j'anime, après, si quelqu'un d'autre veut animer à ma place, n'hésitez pas à me dire hein, si vous voulez le faire. Peut-être le dernier atelier, on pourra le faire aussi. Hein, vous pouvez animer à ma place. Mais la personne qui anime, en tout cas, elle pose des questions et puis on répond aux questions. Mais vous, j'ai même pas posé de questions. Ça y est, vous voulez réagir. Hein, vous le voyez que vous voulez réagir. On est des chevaux indisciplinés. Voilà, vous êtes, c'est votre cheval. Et là encore, le cheval de Sabine, il part au galop. Ça te parle que ton cheval... Alors, il est noir, évidemment. Le blanc, c'est valorisé. Le noir, c'est dévalorisé. C'est pas très... Voilà. Mais donc, ton Comme cheval... souvent. Oui, comme souvent, c'est un Ouais. peu... Bon, on va pas faire du politiquement correct. On va quand même laisser la couleur noire au cheval, puisque c'est comme ça que l'a écrit Platon. Mais du coup, toi, ton cheval noir, il s'emballe, Sabine, des fois. Ton cheval impulsif. Oui, Ouais, ah ouais, ok. Tu le connais, ce cheval. oui. J'essaye quand même, tu m'aurais connu il y a 10 ans, il était beaucoup plus impulsif encore.
D'accord, donc le cocher, Je, là, je le calme un peu quand même. ok, tu arrives à le calmer. Alors, Mais on est en quête, quoi. Hein, il y a encore un c'est pas, il peu y de a encore du chemin. boulot. Bon, Il y a du ensuite, boulot. ce que dit Socrate et Platon, c'est qu'il y a la fougue. La fougue, ça, c'est quelque chose de positif, hein. Et la fougue, se diriger vers l'élévation, hein. Mm. Ok, il y en a peut-être qui ont des chevaux complètement endormis, par contre, hein. Les deux chevaux sont endormis. Et ça, c'est encore un autre problème. Ok, alors, donc on était en train de voir les points communs donc, dans l'amour socratique et l'amour tel qu'on l'a défini tout à l'heure. Et on a dit qu'il y a un point commun, c'est l'engagement. Ok? Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça? Non. Est-ce que c'est... Ah oui, Daniel, vas-y. Voilà, tout à l'heure, j'avais levé la main, c'était Parce que tu n'étais pour pas dire d'accord. que, Ok, ouais. oui, c'était pour dire qu'il y a un autre élément en dehors de l'engagement, la compatibilité que nous voyons dans la vie courante en parlant des amoureux, Ah oui, la mais attends, parce compatibilité. que là, on était en train de voir les points communs. On a dit engagement. Tu es d'accord avec la notion d'engagement ou pas? Que dans l'amour, selon Socrate, il y a une forme d'engagement à l'égard de l'autre, et que dans l'amour, au sens Oui, amoureux, il y a un engagement. Tu es d'accord, dans les deux cas, il y a un engagement. oui, je suis Est-ce que tu d'accord. verrais une différence dans ces deux formes d'engagement ou tu dirais en gros c'est le même? C'est le même. Tu dirais c'est le même. Est-ce qu'il y a des personnes qui voient une différence dans ces deux formes d'engagement? Blandine. Peut-être la condition ou l'inconditionnel? Alors là, il faut que tu développes parce que je comprends pas là. Pourquoi tu... Alors, s'il y a une différence, moi je pense la différence entre tel que nous le voyons nous et tel qu'il le voit lui, hein, c'est bien ça. Oui, c'est ça, oui. Oui, alors je pense qu'il le voit plus comme quelque chose sans condition et que nous, on Mm. serait conditionné quand même à quelque chose. Et Ok. c'était ce que je voulais dire aussi tout à l'heure par rapport à l'amour et à l'amitié, euh, Ça y est, tu quand il nous y avait le refourbes. débat. Non, mais sur ce que disait Manon par rapport Oui. à Gaël, je crois. Attends, mais oh, attends, n'en fais pas trop, n'en fais pas trop. D'accord. Les inconditionnels. C'est Ok, plus cela qui recherche, tandis que nous, ce qui va nous pousser à notre engagement, ça va être certaines conditions. ok. Eh ben voilà, elle te plaît ton idée? Oui, et je la retire pas. Ok. Ok. Donc ça va l'idée de Blandine? Donc, hein, dans l'amour au sens qu'on utilise habituellement, il y a l'idée, c'est quand même conditionné, quoi. Hein. Il faut il y ait l'idée de réciprocité, c'est ça, hein, qu'on disait tout à l'heure, alors que chez Socrate, peut-être pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Qui n'a pas compris Blandine? Déjà, qui n'a pas comprise? Hein, déjà qu'on aille tranquillement. Ah, ok, Daniel n'a pas compris Blandine. Est-ce que quelqu'un pourrait réexpliquer ce qu'a dit Blandine pour que Daniel le comprenne? Giuseppe, tu pourrais faire ça? On t'a un petit peu moins entendu. Ah, mais Giuseppe, il s'est figé. Ah, voilà, figé. Tu nous entends? Non? Ah, bah Manon, elle va voir Giuseppe. Donc, comme ça, je ne savais pas qu'ils habitaient. Ah, c'est des amis alors, peut-être des amoureux. Il se reconnecte. Ah, voilà, ok, c'est bon. Alors, Giuseppe, je ne sais pas depuis quand ça s'est figé. On t'entendait, si tu nous as entendu. Est-ce que tu as entendu ce qu'a dit Blandine? Non, Ok. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait reprendre l'idée de Blandine, puisque Daniel ne l'a pas comprise et Giuseppe ne l'a pas entendue? Gaël, vas-y. Alors, l'idée de Blandine, c'est que l'amour, au sens socratique, c'est un engagement inconditionnel, alors que l'amour tel qu'on le définit habituellement,
il y a une conditionnalité à l'amour. Voilà. Ça va? Est-ce que c'est clair pour toi, Daniel, cette fois, ou c'est toujours pas clair? Conditionnalité à l'amour, ça va? Ouais. Hein. Par exemple, que l'amour soit réciproque, c'est ça, Blandine? Si l'autre m'aime pas, bah, je vais pas l'aimer, quoi. Hein. Ok. Donc ça nous ferait une différence, en fait. D'accord. Donc, alors, parce que tout ça, c'est parti de toi, Daniel. Hein, et parce que tu disais que l'amour tel qu'on le conçoit au quotidien est très différent de l'amour socratique. Bon, là, on a dit qu'il y avait un point commun, c'est l'engagement, mais il y a quand même cette différence de conditionnalité et d'inconditionnalité. Ok. Et est-ce que, même si on n'est pas socratique, enfin, même si on n'est pas inspiré, si on ne connaît pas Socrate, est-ce qu'il est possible d'avoir ce genre d'amour inconditionnel? Et qu'est-ce que ça serait Oui, que cet amour inconditionnel qui pense, bah oui, c'est tout à fait possible. Et qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel, sans nécessairement faire référence à Socrate, mais Blandine? Par exemple, quand on est dans un acte altruiste et quand on est porté sans aucun intérêt, mais vraiment à pouvoir aimer l'autre au sens presque spirituel du terme. Si je prends un acte, par exemple, humanitaire, tel que le faisait Mère Teresa, par exemple, ça pourrait être ça, l'amour de l'autre. Oui, sans attente de retour. Hein, donc, alors, mais il y a une différence peut-être là entre Mère Teresa et Socrate. Et quelle différence vous verriez alors, le point commun, il y a quelque chose d'inconditionnel dans les deux, mais quelle différence vous verriez entre Mère Teresa et Socrate? Et puis, Hélène, il me semble que tu levais la main puis que tu l'as baissée, non? oui, Ah non, attends, je demande à Hélène parce elle a moins parlé, c'est pour ça que je demande. ah, d'accord. Et il m'a semblé qu'elle a levé la main, non, Hélène? Oui, oui, en fait, mais Ah, alors, ne la... Tu alors vois, entre oui, le c'est rapport, rigolo, vous pouvez changer de rôle parce qu'il y a Sabine, elle lève très souvent la main, Blandine aussi, et toi, tu la lèves et tu la rebaisses. Tu vois ça? c'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc, vous pouvez jouer des rôles, hein. Tu deviens Opposé. Sabine, Oui. Sabine devient Hélène. Hein. Donc, je sais pas si j'aurais la même spontanéité quand même. Euh, oui, bah, l'amour inconditionnel, je sais plus du coup ce qu'on Alors, on disait. était en Au train de fond, distinguer oui. l'amour inconditionnel de Mère Teresa ou celui de Socrate. Quelle différence tu verrais entre les deux? Bah, je dirais que peut-être Socrate, c'est quand même, alors, je sais pas comment, c'est plus rationnel quand même. Ça passe beaucoup par la raison, moins par l'émotion. Oui, Alors que peut-être dans l'amour inconditionnel de Mère Teresa, il y a vraiment le sensible, voilà, qui passe en priorité. Et dans Socrate, il y a quand même rapport à la rationalité qui va très très loin, enfin qui va dans la transcendance, mais qui, qui démarre sur le rationnel, je dirais. ça va comme différence? Ça valait le coup que tu prennes la parole? Elle te plaît ton idée? Oui, comme celle des autres. Enfin, je les Oui. hiérarchise Mais pas. là, je te parle de la tienne. J'ai pas dit elle Oui, est meilleure que les autres. Mais ça valait peut-être le coup que tu prennes la parole. Du coup, effectivement, hein, euh, est-ce qu'il y a des personnes pas d'accord avec ça? Chez Socrate, c'est très rationnel. Et chez Mère Teresa, ça s'appuie davantage sur l'émotion. Hein. Donc, c'est une jolie distinction. En plus, c'est clair. Tu as deux concepts. Tu vois, comme tu éclaircis. Hein. Donc, tu peux prendre la parole plus souvent pour nous partager, parce que t'es un peu radin de tes idées, là. Tu les gardes pour toi. je suis pas assez rapide, je crois. T'es pas assez rapide, ouais, mais parce que tu te demandes, tu sais pourquoi t'es pas Oui, rapide? c'est Il vrai. y en a qui sont rapides, mais toi, pourquoi t'es pas rapide? Ah, je sais pas, mais je le constate souvent. Ouais, Il me faut un temps ouais, ouais, un temps de réflexion, un temps ouais. pour poser ce que je pense. Ouais.
Ok, bah après, tu peux te dire, oh, ralentissez, tu peux te dire, hein, c'est vrai qu'on a toujours Oui, tendance à aller trop vite. Pour réfléchir, il faut aller lentement. S'il y a des personnes tout à l'heure, comme avec Blandine, qui disent non, non, il faut ralentir, vous faites un signe comme ça, ralentissement. Tu peux le faire, hein, on ralentit, n'hésite pas oui. à faire un D'accord, je verrai. ralentissement. Tu sais, c'est le signe stop comme ça. Si tu fais ça, D'accord. on arrête. C'était- Tu Ça réfléchis. marche. Après, j'ai une hypothèse pourquoi tu n'es pas rapide. Alors, c'est vrai que d'un côté, il y a besoin de temps pour réfléchir, mais je te suspecte de vouloir produire une belle idée, de jamais être bien sûr de ce que tu vas dire. Ouais, que je sois pas sûre de ce que je vais dire, ça c'est Ouais, c'est sûr par contre. oui, donc ça, Oui, voilà, c'est toi, il pas faut que tu sois sûr, quoi. Tu vas pas lâcher un truc comme ça auquel tu n'as pas trop réfléchi. oui, c'est vrai. Et oui, Parce que ça me déstabilise. ah oui, ça te Mhm. déstabilise de lâcher un truc sans avoir réfléchi, trop réfléchi. Surtout de lâcher n'importe quoi, oui. Enfin, Ouais, quelque chose qui peut. Ouais. donc si tu lâchais n'importe quoi, mon Dieu, ce serait terrible. Ouais. Est-ce que tu penses que tu lâcherais n'importe quoi d'ailleurs? Et Je qu'est-ce sais que ça pas, peut là être c'est quoi mon le cheval problème fougueux, là, je crois, peut-être. Ah oui, alors on voit qu'il y a des chevaux fougueux, puis il y a des chevaux qui sont. C'est peut-être pas facile hein, de tenir cet attelage, parce que si on réprime trop le cheval fougueux, peut-être on va plus arriver à avancer. Ouais, c'est vrai. Donc toi et Sabine, vous êtes à l'opposé là, hein. Et ça serait quoi le problème de trop chercher? Parce que tu as dit, ouais, ça c'est vrai, si je suis pas sûre, je parle pas. Ça serait quoi le problème de vouloir trop être sûr, hein? Bah, c'est de plus rien dire. Enfin, Mais oui, oui, c'est hein, voilà. d'être plus dans le même rythme. Il y a Ouais, du ouais, coup, il y a une disharmonie, oui, certainement. ouais. Le problème, c'est que le risque, c'est que tu dises plus rien, hein, parce qu'évidemment, avant que tu sois sûr, on n'est jamais sûr de rien, hein, plus. Oui, en plus. C'est vrai. Peut-être même ce que tu as dit, ça nous a paru joli, mais peut-être on pourrait trouver quelqu'un qui le conteste, hein. Socrate dans Oui. la raison et Mère Teresa dans l'émotion. Je sais pas Peut-être si. parce que je fais passer la sensibilité, enfin, ou le sensible, disons, pas dans le sensible avant le rationnel, en fait. Euh, Peut-être qu'il y a de ça. et dans le fait de s'être retenu, tu veux dire? Oui, dans le fait de se retenir, parce Oui. que si on pense pas au sensible, du coup, on est peut-être plus spontané quand vraiment on est purement dans le rationnel, Ouais, peut-être. Ouais. Et donc là, dans le l'idée. sensible, il se niche où ton sensible à toi? Parce que tu as l'air plus posé, tu as l'air. Mais en fait, il y a du sensible. Ouais. Et il se niche où, ce sensible? Et bah, je sais pas, à l'intérieur. Oui, Pas mais dans le rationnel, en tous les cas. oui, bah, pourquoi on pourrait dire ton attitude, qui peut paraître rationnelle et posée, ne l'est peut-être pas tant que ça? Ah non, elle est émotionnelle. Eh oui. Hein, donc c'est tes émotions. Ouais, Ouais. et ce serait quelle émotion en particulier qui peut faire qu'une personne comme ça, elle va pas se lancer à parler? Oh, c'est des émotions de peur, oui, je pense, de Peur. peur, de doute, ouais, des choses comme ça. Ouais. Hein, donc c'est la peur. Tu imagines que tu dises une connerie, tout le groupe va voir ta stupidité, ça va être terrible, quoi. Donc t'as peur qu'on voit ça. Oui, sûrement, oui. Ouais, ouais. 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 Ok. Ouais. Autre chose, et est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le cas d'Hélène qui ont peur de dire des bêtises et du coup qui ne parlent pas? Non? Bon, t'es la seule en plus, tu vois. Ouais. Bon, après, il y a peut-être des personnes qui sont dans le même club mais qui ne le savent pas, qui sont dans le même club que toi, qui ont peur de dire des bêtises et qui se retiennent, mais qui n'en ont même Mm. pas conscience. Hein. Ok, Oui, ok. Alors, on a distingué émotion chez Mère Teresa et raison chez Socrate. Ok, s'il y a des personnes pas d'accord du coup avec cette distinction. Daniel. Ouais, vas-y, Daniel.
je ne suis pas d'accord avec cette distinction parce que le véritable amour est spirituel, il est transcendant et comme ou émotion, l'amour a la même source. L'amour, le vrai amour est spirituel. Ouais, alors s'il est spirituel, il est rationnel ou émotionnel ou les deux? Ou tu sais pas? Puis là, tu viens de nous asséner un truc, quoi. Le vrai amour est spirituel, hein. Oui, Là, c'est une vérité, là, on peut pas contester, hein. je pense, je peux me tromper. Tu peux peut-être te tromper, ok. Alors, parce que hein, il y avait cette distinction que proposait Hélène. Mère Teresa, elle est dans, c'est plus de l'émotionnel, donc ce serait peut-être la compassion, c'est ça, Hélène? Oui, de la compassion, Oui. du sensible, quoi. Hein, la compassion, je vois les autres souffrir, je me porte à leur secours, hein, Mère Teresa. Et chez Socrate, on est plus dans du rationnel. Ok, c'est une jolie distinction. Après, il faudrait voir qu'est-ce qu'il y a derrière, comment ça marche. Et puis toi, tu nous dis que tu n'es pas d'accord et tu nous dis le vrai amour, c'est spirituel. Alors, ça veut dire que c'est ni rationnel ni émotionnel. C'est les deux, c'est l'un ou c'est l'autre. Ça serait quoi, Daniel? Ou tu sais pas? Ce que je voulais par là dire, c'est que c'est le vrai amour, ça va au-delà du rationnel, ça va aussi au-delà de l'émotionnel. Donc, je ne sais Ok. pas comment qualifier ça. Et il y aurait quelque chose qui transcende à la fois le rationnel et l'émotionnel et que je Oui. qualifierais de spirituel. Hein. Ok. Alors, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire pour l'instant. Alors, c'est des jolis mots, hein, mais qui peut nous éclairer là? Alors, Corinne, ouais, vas-y, Corinne. Il y a une idée, d'après ce que dit Daniel, de une forme de renoncement de soi au profit du divin. Ok. Et donc, l'idée de renoncement, hein, qu'on trouverait peut-être pour l'instant dans l'émotionnel et dans le rationnel, on n'a pas parlé de renoncement à soi. Donc, dans le spirituel, il y aurait un renoncement à soi et Et qui on a serait. parlé d'engagement. Du Et- coup, je me dis, est-ce que c'est pas le degré supplémentaire à l'engagement, ça serait pas le renoncement de soi? Ok, donc, C'est une question. ouais. Donc c'est dans l'amour, peut-être, l'amour tel qu'on le concevoir chez les chrétiens. T'es chrétien, toi, Daniel, non? Euh, Mais enfin, ça existe chrétien peut-être. catholique non pratiquant aujourd'hui. Ok. Donc, oui, dans l'amour mais chrétien, mais ça se trouve aussi peut-être dans le soufisme aussi, dans voilà, l'idée de renoncement à soi, hein, qu'on trouve dans les différentes formes de spiritualité. Donc, ce serait encore autre chose, hein. Blandine? C'est ce qui passerait pas par la matière, donc par le charnel, la sexualité. Et, euh, et du coup, c'est pas forcément renoncer à soi, mais c'est passer par la spiritualité pour aimer et puis pour s'élever, comme il le dit. Ouais, alors, Et l'émotion, c'est une forme de matière parce que ça va passer par nos sens, notre rapport au corps, à notre physio. Et du coup, la spiritualité, elle est en marge de cela et elle pourrait aller au-delà de l'émotionnel. alors, attends, je suis un peu perdue là. Tu dis que tu redis ce Expliquer qu'a dit parce que Daniel, que l'amour spirituel va au-delà de l'émotion et au-delà de la raison, c'est ça? au-delà de la sexualité, du charnel, de la matière, et que la spiritualité, elle s'émancipe de la matière. D'accord. Donc, pour l'instant, on aurait trois formes d'amour, l'amour émotionnel, compassionnel, l'amour rationnel, et puis un amour spirituel. On a les Matériel, presque, oui. Mm. distinguer tous les trois, hein.
Euh, bon, alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est des jolis mots, mais qu'est-ce que c'est qu'un un amour rationnel ou un amour émotionnel? Est-ce qu'on peut préciser? Il y a des personnes qui sauraient préciser. Daniel, tu veux préciser lequel? Spirituel, émotionnel ou rationnel? Les trois. Les trois. Waouh. Ouais. Tu veux pas faire l'un après l'autre. Déjà, tu commences par lequel? Voilà, l'émotionnel. Ok. Donc l'amour émotionnel, qu'est-ce que c'est du coup? Je dirais que c'est ce qu'on ressent, c'est l'affectif, c'est l'attention qu'on a pour quelqu'un, l'attirance qui arrive comme ça de façon passionnelle. Ouais, alors, est-ce que tu penses que c'était le cas de... Enfin, moi, je suis pas spécialiste de Mère Teresa, mais est-ce qu'elle avait de l'émotion pour toutes les personnes en détresse dont elle s'occupait? Oui, Oui. Ok, donc là, ça se base sur quelque chose qu'on ressent. oui. Ok. Donc ça, c'est l'amour émotionnel. On ressent la Oui. pitié, la compassion, etc. Et Mhm. amour rationnel, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Maintenant, dans l'amour rationnel, je vois donc un engagement, c'est-à-dire une pleine conscience de ses états et une décision, un choix d'être dévoué à quelqu'un, un choix de chérir quelqu'un, une conscience d'un engagement qu'on a vis-à-vis de quelqu'un, une prédilection. Ouais, donc qui ne se produit pas dans l'amour émotionnel. C'est pas un choix, ça s'impose. Voilà, Ouais, tandis que dans l'amour rationnel, il y a quelque chose qui relève d'un choix, d'une décision, quelque chose qui ne s'impose pas. oui. Ouais, ça va comme distinction. Et eh ben, Giuseppe, il a... Ah, le revoilà. Et puis l'amour Spirituel. spirituel, alors, qu'est-ce que tu mettrais là-dedans? Tout le mystère, parce que quand l'amour spirituel, c'est ce qui va au-delà de tout ça, qui nous tient captifs, qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer, au-delà de ce qu'on peut ressentir, comme, je ne sais pas, c'est c'est ça tout le mystère, mais c'est même ce que je veux comprendre. Alors pour C'est, c'est- l'instant, c'est- émotionnel et rationnel, tu nous as fait une distinction. Spirituel, là, on a plus de mal. Et ça a l'air d'être un truc, waouh, mais on ne sait pas ce que c'est. non, ok, je vais essayer de Attends, alors, on va repréciser. déjà prendre émotionnel et rationnel, déjà voir si les autres ont compris, s'ils sont Ok, d'accord ou pas d'accord. Et puis après, spirituel, ma foi, je ne sais pas si on aura le temps d'accéder à la spiritualité ce soir, mais on pourra continuer sur WhatsApp si on trouve la spiritualité par ce médium. ok. Euh, Donc, est-ce que ça va déjà la distinction que propose Daniel entre spirituel et émotionnel, ou est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient ajouter ou qui ne seraient pas d'accord? Interrationnel et Rationnel, émotionnel. émotionnel, pardon. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient... Déjà, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris ce qu'a dit Daniel? Alors, tout le monde peut refaire son raisonnement dans sa tête, ouais. Ok. Gaël, c'est bon, je te vois faire une grimace. Non, j'arrive. En fait, j'avais compris, mais je suis incapable de me souvenir. Ah, voilà, petit travail De d'attention. concentration. Ouais, Ouais, c'est ça. voilà. Mais ce qu'on fait, c'est des sortes de, je dirais, des formes de méditation, mais des méditations, comment C'est-à-dire que ça m'a dire, paru très clair au moment où Daniel a réfléchies. discuté. Voilà. Mais Oui, si je oui, dois me souvenir de ce qu'il a dit. oui. Ben oui, non mais voilà. Mais c'est comme dans la méditation, des fois on se déconcentre, on dit reconcentre-toi. Là, c'est pareil, hein, sauf que c'est pas une méditation au sens pleine conscience où on fait le vide, mais c'est une méditation où on conduit nos pensées, quoi. Hein, Mm. l'idée, c'est d'être présent le plus possible, même si évidemment.
Être présent pendant 2 heures, c'est pas évident, hein. Et voilà, quand vous lâchez, mais après vous dites, ah, je suis en train de lâcher, je reconduis mes pensées vers ce qui se passe. Alors, qui peut aider Gaël? On va voir si ça se trouve, tu n'es pas la seule. Qui pourrait aider Gaël à reformuler à peu près ce qu'a dit Daniel? Allez, Manon, je sens que. Voilà, et Sabine, il y a son cheval fougueux qui s'est mis en marche, mais Manon, tu vois, tu fais comme Hélène tout à l'heure. On sent que ça y est, ça va venir. Alors, bah vas-y, lance-toi du coup. Euh, donc, il y aurait d'un côté l'amour émotionnel, et là, ce serait plus la spontanéité qui serait à l'œuvre, tandis que dans l'amour rationnel, il y aurait davantage une idée de choix et de réflexion, quelque chose de conscient. Ok, ben super, tu vois, tu pouvais te lancer, tu pouvais y aller. Hein. Ça va, Daniel, cette reformulation? Ouais. Ok, alors maintenant, est-ce qu'il y a des personnes soit qui ne comprennent pas cette idée-là, non, soit qui ne sont pas d'accord avec ce qu'a dit Daniel? Hein. Bah alors peut-être que, bon, on va peut-être pas aborder l'amour spirituel, mais on pourrait se demander dans chaque forme d'amour, c'est quoi sa limite? Si vous êtes d'accord que rien n'est parfait et que chaque attitude, chaque forme de représentation comporte sa limite. Ça serait quoi la limite de l'amour émotionnel, par exemple? À quel moment il peut devenir problématique? Alors, ah, Hélène, vas-y Hélène. Ouais, je pense que si les émotions sont trop fortes, ça peut devenir chaotique, hypersensible. Euh, Ça peut engendrer des rapports de manipulation, enfin tous les inconvénients de la sensibilité, quoi. Ouais. C'est le côté voilà, trop fort, chaotique. Les émotions peuvent être chaotiques. Tu pourrais préciser, c'est quoi le lien entre le chaotique et l'émotion? Bah, c'est que l'émotion, justement, c'est, difficile à contrôler et c'est très rapidement excessif, quoi. Ça déborde, c'est difficile à contrôler. Si on ne met pas de rationalité, ça a vite fait de déborder. Ouais, donc une émotion sans rationalité peut être problématique. Oui, elle est souvent problématique d'ailleurs, je pense. Ouais. Ok. Oui, hein, elle peut être. Donc peut-être il faut un peu de rationalité dans l'émotion pour qu'elle soit pas trop problématique. Oui, oui. Quand on les a Ou séparés. l'avoir oui, l'avoir examinée, oui, c'est ça, la contrôler ou la connaître, enfin. Donc, dimension chaotique excessive de l'émotion. Est-ce que quelqu'un voit un autre problème dans l'émotion, dans l'amour par émotion, Sabine? Stabilité, peut-être. Oui, Parce qu'une l'instabilité. émotion, par définition, elle est, voilà, à un moment, on va avoir, Oui, on va être dans la gaieté, un autre moment dans la peur, dans oui, l'angoisse, etc. Donc, c'est si c'est instable. pas un amour très stable et très, Oui, très, très constructif, oui, sur un ouais. moyen terme au moins. Eh oui, tout d'un coup, je veux venir en aide, et puis finalement, oh, pouf, j'en ai marre. Et on voit souvent, on passe, enfin, les couples très passionnels, ça passe de l'amour à la haine. Quand les Oui, partenaires se séparent, après c'est une guerre oui, sans limite, alors qu'il y a eu avant un amour sans limite. Donc voilà, il y a ce oui. côté. Très excessif, très instable de l'émotion. Hein. Donc l'amour par émotion, ça pose toutes sortes de problèmes. Ok. Et si on prend l'amour côté rationnel, alors tel que Daniel le définissait, quel problème ça pourrait poser? Gaël? Ah, peut-être une certaine froideur. Oui? Une- Ouais. Si je... ah, et justement un manque de spontanéité qui peut, ouais, qui peut amener à ce que la personne en face soit un peu, soit toujours en attente en fait, que la personne ait fini de réfléchir rationnellement à où elle en est dans son Oui, amour. oui. Parce que je décide, je fais un choix, mais du coup, je réfléchis.
de réfléchir trop, hein. Ce serait ça le problème de trop de l'amour rationnel, ça limite Mm. de perte de lâcher prise alors peut-être. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est que ça manque enfin, ça peut aussi remettre en permanence en question l'engagement, pour le coup, puisque il va être réanalysé en permanence Mm. par la personne qui est dans la rationalité. Oui, si je m'engage auprès de cette personne. Ouais. Voilà. Mais c'est en fonction de critères que j'aurais définis à un moment donné dans un raisonnement. Et puis s'il y a des paramètres qui changent, ben Mm. Donc là, ce serait, voilà. alors du coup, est-ce que c'est la raison ou est-ce que c'est le calcul? Hein. Ah oui. Mm. Hmm. Parce que là, peut-être on pourrait Mhm. distinguer quand est-ce que je suis en train de juste de calculer, est-ce que la raison, c'est pas autre chose que du calcul intéressé? Hein. Ouais. Oui, c'est. Ouais. Hmm. La nuancer, quoi. Hmm. Peut-être à distinguer. Hein. Et je pense que justement, chez Socrate, si je reprends ce que je disais au tout début, dans le Phèdre, Lysias, quand il fait son discours, justement, il va critiquer ce côté débordement aveugle des émotions, etc., pour valoriser un rapport beaucoup plus rationnel, mais beaucoup plus calculé, en fait. Et ça, Socrate, au début, il en fait l'éloge, après il dit non, non, c'est là que son daimon l'arrête, il dit non, 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 ça va pas du tout, ça, parce que ça, c'est beaucoup trop calculateur, en fait. Et donc, c'est là que Socrate va refaire l'éloge de la passion, mais cette fameuse passion vers l'idée d'élévation et de dépassement de soi. Donc, c'est pas une raison calculatrice. Il la critique au contraire. Donc, et la raison, c'est peut-être autre chose que ça. Autre chose sur les limites de la raison, Sabine? Je dirais que ça empêche d'accéder à un genre d'amour inconditionnel. Euh, moi, j'étais pas trop d'accord quand on disait que Socrate privilégiait un amour inconditionnel par le biais de la raison. Je pense que quand il y a la raison, il n'y a pas d'inconditionnel. Si ça heurte la raison, on n'aime plus. Ouais, alors, Et du coup, là, enfin, pour faire ouais, mais un parce que pont, justement, là, il s'oppose, Socrate, à l'idée d'un calcul. Donc, non, mais c'est pas une question de calcul, mais dans l'inconditionnel, il y a le fait que, quel que soit ce que tu disais, Corinne, par exemple, les failles, etc., bah, tu vas quand même aimer, tu vas quand même accompagner, alors que la raison te dirait que, je sais pas, moi, la faille est trop grande et qu'il vaudrait mieux. C'est pas du calcul, c'est de la logique. Parfois, la raison te dit que, bon, je sais pas, moi, t'es quelqu'un, par exemple, qui aime la vie, t'as un conjoint très malade qui peut plus bouger de son lit. Bon, peut-être la raison te dirait que vaut mieux aller vers ton destin et continuer à jouir de la vie, alors que peut-être l'inconditionnel te dira oui, mais comme j'aime inconditionnellement ce partenaire, je vais rester. Je vais m'occuper de lui, etc. ouais. Alors là, après, je sais pas ce que ferait Socrate dans cette situation. Ouais. Ouais. Peut-être, peut-être que du coup, l'inconditionnel irait vers cet amour spirituel dont tu parlais, Daniel. Mm. Ouais. Ok, donc on a posé la question de savoir si l'amour rationnel, jusqu'à quel point il peut être inconditionnel, quoi. Mm. Comment ça se manifeste? Parce que Socrate, au moment de mourir, là, dans le Phédon, juste avant qu'il boive la ciguë, en fait, il y a ses copains qui viennent, puis là, il semble très détaché, il continue à dialoguer, puis il y a sa femme qui arrive, Xanthippe, et il dit non, non, mais il faut qu'elle parte. Ça semble très froid, quoi. Hein. Il faut qu'elle parte. Alors après, comment on peut le comprendre? Qu'il ne faut pas qu'elle assiste à cette scène. Euh, voilà, mais parce qu'elle est dans l'émotionnel, justement.
Et à chaque fois qu'il y a de l'émotionnel qui est manifesté, même quand ses amis commencent à être très affectés, quoi, ben lui, il dit, ah non, mais calmez-vous, tout va bien, vous affolez pas comme ça, on sait pas, la mort, si ça se trouve, c'est très bien, et continuons à dialoguer, voilà. Donc, il y a un détachement qui semble vraiment très, très fort, quoi. Et alors, est-ce que c'est encore de l'amour? Ouais. Est-ce que c'est en rejetant sa femme, est-ce qu'il l'aime? Ça peut paraître étrange. Ok, bah du coup, je vois que l'heure a tourné, donc, et puis en plus, ça fait une transition, puisque la semaine prochaine, hein, pour notre dernière séance, on parlera justement d'apprendre à mourir. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire chez Socrate? Donc, entre l'amour et le fait d'apprendre à mourir. Voilà. Et ben, on pourra continuer les échanges entre-temps, si vous avez encore de l'énergie, sur WhatsApp. Bah, c'est chouette. Mm. Bien. Et ben, écoutez, n'hésitez pas à vous lancer, hein. Hélène, t'es sur WhatsApp, t'es dans le groupe? Oui, 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 je l'ai, oui. Eh ben alors, tu peux Eh te ben lancer. oui, oui, je vais vous écrire quelque chose. On n'a pas fini. Juste. On a une distinction, c'est peut-être pas encore très clair. Émotion, raison et amour spirituel. Et est-ce que la raison peut être désintéressée ou pas? Pour l'instant, c'est pas, on n'a pas tranché ça, hein. Ok, bien. Eh ben, bonne soirée, puis à la semaine prochaine. Donc, je mettrai samedi soir au plus tard dans le document partagé, hein. Et deux, et trois, et quatre. Et au Bonne revoir. soirée. Allez. Au revoir. Bonsoir.